What's up les kikis? Bien ou bien? Nous voilà donc aujourd'hui pour une vidéo plutôt intéressante qui va pouvoir vous servir lors de votre prochain voyage et que je vous le souhaite très vite au Japon. Parce que nous allons voir le guide indispensable des choses à savoir, des 10 choses à savoir avant d'aller au Japon. Et ce sont des choses qui, tu verras, seront plus ou moins évidentes et ça te servira fortement avant d'aller au Japon. Et puis, ça te permettra de peut-être mieux profiter là-bas. Alors, sans plus attendre, c'est quoi le numéro 1? Bon, il n'y a pas vraiment de numéro 1 à 10, hein, c'est 10 choses. Voilà, il n'y a pas vraiment de classement, ce sont toutes des choses importantes. Et on commence avec la plus importante pour moi, parce que je suis fit. La nourriture. Alors regarde, là j'avais ça sous la main, j'ai pas fait exprès, je l'ai retrouvé par hasard. Du coup, j'en profite. Voilà, un petit ticket de caisse, voilà, avec... voilà. De nourriture. Avec 2000 yens, je viens de faire la conversion aujourd'hui, ça fait 10,82 €, donc 11 €. Tu manges à deux, avec plat, boisson, etc. Tout qui va bien. Et oui, la nourriture, c'est un des points, comment on va dire, positifs dans le voyage au Japon, puisque ça ne coûte vraiment pas très cher de manger, que ce soit au restaurant, que ce soit en allant voir les combini, les petits magasins qui ont tout ce qu'il faut, qui sont ouverts tout le temps, toute la journée. Que ça soit dans les petits stands de food, dans la rue, etc. Partout, tu trouves à manger, à boire, des distributeurs de boissons, etc. Dans toutes les villes, même en pleine campagne, là où tu n'as rien du tout, tu as forcément un distributeur de boissons. Voilà, la nourriture, c'est vraiment une des choses qui est pas chère. Il y a énormément de choses à manger et c'est super bon et surtout pas cher. Donc ça, c'est un des points positifs. Et d'ailleurs, il faut le savoir, les Japonais ne font pas vraiment de cuisine à la maison. Et tu vois beaucoup de personnes qui sortent du travail juste manger vite fait leur plat de ramen, parce qu'on a pas mal mangé de ramen. Aller dans le petit boui-boui du coin, tu vois le gars, il sort du taf, il mange son ramen, juste le ramen, hop, ça lui prend 20 minutes. Il paye, il se casse et il rentre chez lui et voilà. Ça coûte tellement peu cher de manger à l'extérieur que tu te fais pas suer à manger chez toi et surtout que les espaces là-bas, les appartements, etc., le moindre centimètre carré est important et utilisé et utile. Et quand tu habites dans un tout petit truc, tu n'as pas forcément envie de faire la cuisine. Et justement, venons-en au deuxième, le logement. Eh oui, le logement, là, c'est ni pas cher, ni pas peu cher. Faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui existent. Tu as les auberges de jeunesse, tu as les hôtels conventionnels, tu as les love hotels, les trucs pour... Hein? T'as compris quand tu vas avec quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas? Eh ben, sache que les love hotels, ils ont des chambres et tu pourrais très bien y dormir sans faire le love. Et ça coûte moins cher. Tu as les hôtels capsules, tu as les Airbnb et on va dire, je crois que tout est dit, les auberges de neige, tout ça. Tous les moyens principaux pour se loger, je viens de te les dire. Pour notre période, nous qui était en mai-juin, mais pour un logement avec 4 personnes, pour une nuit, on était dans les grandes villes aux environs de 80 €. Donc,
C'est pas excessif. Tu as plein de moyens différents de te loger, donc ça c'est super cool. Soit tu prends un Airbnb, donc tu peux prendre ta nourriture, aller chercher de la nourriture et puis la cuisiner chez toi. Ou alors tu es dans un hôtel et puis à ce moment-là, tu commandes à l'hôtel ou tu vas faire comme nous, on a fait pas mal, manger souvent à l'extérieur, prendre un petit truc dans un combini. Et les repas, c'est pas forcément un repas que tu prendrais tout simplement à table, assis, etc. Ça peut être juste un petit encas. Et comme je le disais, ce ne sont pas forcément des grandes surfaces, que ce soit pour, en fait pour tout. Les hôtels capsules, c'est une capsule comme son nom l'indique, donc tu t'allonges seul, t'es droit comme une momie comme ça et te bouge pas mon copain. Donc faut pas être claustro. Et puis tout ce qui est hôtel et ou logement Airbnb, chaque centimètre carré est compté. Tu verras que il y a le moindre, comment dire, angle, recoin, etc. C'est utilisé et là-bas, il n'y a pas énormément de place ou en tout cas, les gens habitent tous au même endroit, ce qui fait qu'il y a vraiment, tout est optimisé pile poil comme il faut. Et ils ne s'étendent pas, si vous voulez, en largeur, mais plus en hauteur. Tu verras qu'il y a pas mal de... C'est aussi une spécificité, il y a pas mal de bâtiments avec des choses insoupçonnées comme des supermarchés ou des restaurants qui sont dans des grandes tours comme ça, à certains étages, alors que tu dis que c'est un building de travail et qu'il n'y a rien dedans. Et une chambre dans un bel hôtel, on a eu l'occasion de tester, une chambre dans un bel hôtel à 150 € la nuit, on avait une chambre de 12 mètres carrés, grand maximum, et il n'y avait pas un poids de place. C'est-à-dire qu'on mettait la valise prenait toute la place dans le couloir, on ne pouvait plus passer. Donc c'est une chose à savoir, tout est optimisé là-bas. Bon, et maintenant, venons-en à un des points qui est un petit peu compliqué. Si tu veux voyager au Japon, parler français, ça va être compliqué. Parler japonais, à part si tu es très très bon et que tu as un gros cerveau, ça va être compliqué. Et du coup, forcément, il va y avoir l'anglais. Alors avant tout ça, on va remettre les choses en place. Tu te diriges dans un pays étranger, surtout là-bas au Japon. Le respect, c'est ultra important. Tu peux forcément ne pas parler japonais, mais tu te dois d'au moins apprendre 3-4 mots pour pouvoir juste dire bonjour, merci, désolé, au revoir. Et puis après, le reste du temps, tu fais des signes de main. Tu as Google avec ou pas, tout plein d'applications pour pouvoir traduire les menus, traduire les panneaux, etc. pour pouvoir mieux comprendre. Après, dans les grandes villes, il faut savoir que forcément, souvent, pas forcément, mais souvent, tu as en dessous des caractères japonais quelque chose en anglais. Donc ça, c'est quand même plutôt appréciable. Et puis, faut savoir que dans les grandes villes, il y a de plus en plus vraiment de gens qui parlent anglais, que ça soit un anglais comme français, comme nous les Français, c'est-à-dire mal, ou bien. Voilà, il y a de plus en plus par rapport, il y a une dizaine d'années, je discutais avec des amis qui ont voyagé il y a plus d'une dizaine d'années dans le Japon, c'était strictement l'inverse de ce que nous on a vécu, où vraiment, même dans les grandes villes, là, il y a forcément quelqu'un qui parle anglais. La seule chose que tu peux remarquer, c'est les noms des magasins, des t-shirts, etc. Ils ont pas mal d'expressions françaises, ça c'est rigolo, ça ne veut strictement rien dire. Et ça, c'était notre petit jeu, on s'amusait à chercher des noms de magasins qui n'ont rien à voir avec le type de magasin, mais c'est juste en français, donc c'est drôle. Et quand on parle voyage, on parle aussi argent. Bah oui, il faut savoir comment je paye. Est-ce que je paye en carte? Est-ce que je paye en liquide? Les taux de conversion, etc. En ce moment, ça vaut le coup de partir au Japon. C'est pour ça que c'est vraiment très apprécié en ce moment le Japon, que le Japon est en train de mettre des règles pour essayer de contrôler ce surtourisme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui va au Japon en ce moment, puisque le yen, donc la monnaie là-bas, est, mais ultra sous-évaluée et elle ne vaut
quasiment rien. Là, il faut voir avec ta banque pour payer en carte bleue dans les grandes villes. Ça, tu peux payer en carte bleue, il n'y a pas de problème. Regarde juste si tu as un compte bancaire qui est soit les néobanques, les banques sur Internet ou une banque plus classique, où tu peux avoir ton compte en euros et puis ton compte en yens. C'est-à-dire que tu te mets 1000 € en yens et puis du coup, tu utilises ta carte et ça débite directement sur ce compte virtuel. Ou sinon, tu as tout simplement le fait de pouvoir retirer dans un combini. Ils ont des ATM, donc des distributeurs automatiques d'argent. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Je te conseille vraiment d'avoir tout le temps du liquide sur toi. Il y a un truc qu'on sous-estime, c'est le liquide là-bas. Au Japon, c'est très, 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 très utilisé. Dans les grandes villes, je me répète, c'est possible. Et encore, il y a des endroits, tout ce qui est petits restaurants, etc., des fois, ils prennent pas la carte. Et faut juste savoir que par exemple dans les petits magasins de ramen, en fait, tu payes à l'entrée. Tu as un petit distributeur, comme un distributeur de boissons avec des touches, sauf que tu n'as pas de boisson, hein, c'est juste des touches, et tu choisis ce que tu prends. Et après, à la machine, tu dois la payer en liquide. Elle te donne des tickets, et ces tickets-là, tu les donnes à l'intérieur du restaurant de ramen au serveur qui va te rapporter ta commande. Et comment parler de voyage sans parler de transport? Et une fois que tu arrives là-bas, il faut te transporter à droite et à gauche. Petite aparté par rapport au transport, quand tu sais que tu vas voyager de tel endroit à tel endroit et que tu as une énorme ou plusieurs valises, sache que là-bas, il existe des services de transport uniquement de valises. Et oui, donc tu peux, si tu te dis que tu es dans un petit logement, comme je t'ai dit, la place est comptée, etc., que tu n'as pas forcément la place ou l'envie de te ramener avec ta grosse valise tout le temps dans la ville alors que tu vas rester 4-5 jours, eh ben, tu prends ta valise, tu prends ce que tu as à prendre dans un sac à dos. Le reste que tu sais que tu ne vas pas en avoir besoin, tu le laisses dans ta grande valise. Tu vas dans ces entreprises justement de transport de valises. Soit ils la gardent, soit ils te l'envoient à la ville où tu seras, par exemple, dans 3 ou 4 jours. Et ils s'occupent de tout et ta valise, elle t'attendra à un point précis dans un magasin et ça marche hyper bien. Il n'y a pas de retard, ils ne perdent pas les valises et c'est super pratique. Donc, je te conseille de l'utiliser. Et puis aussi, il faut savoir qu'un peu partout dans les villes, dans les grandes villes et aux alentours des gares, il y a des grands casiers, enfin plein de casiers de différentes tailles pour convenir aux différentes tailles de bagages, pour pouvoir mettre ta valise dedans. De plusieurs heures jusqu'à plusieurs jours. Et pour continuer dans les transports, bien sûr, le Japon, c'est un énorme pays et un des transports très utilisés, c'est le train. Et il faut savoir que tu as le Japan Rail Pass qui est valable pour les étrangers, qui peut valoir le coup suivant combien de temps tu restes. Tu as 3 formules, je crois que c'est 7 jours, 15 jours et 25 jours, il me semble. Si tu prends ce pass-là, tu peux prendre quasiment tous les trains, que ce soit les trains de banlieue, les trains de grande ligne, etc., pour pouvoir voyager comme tu veux avec ça. Et après, tu n'as plus que le bus à payer si tu dois prendre le bus ou le tram. D'ailleurs, le tram ou le métro dans les grandes villes, il faut ce qu'on appelle une carte Suica. C'est vraiment le moyen le plus simple. C'est une carte comme une carte bleue que tu recharges dans des bornes avec tant d'yens. Par exemple, tu dis je veux mettre 1000 yens dedans. Tu mets 1000 yens au distributeur et puis après tu fais ton trajet et ça débite juste le nombre de yens de ton trajet. Donc si tu es dans le centre de Tokyo et puis que ton logement pour rentrer et aller dormir il est à 40 minutes de métro, tu pointes à l'aller comme un métro normal. Au retour, quand tu arrives à la station et que tu sors, paf, tu badges et tu vois, ça écrit 300 yens. Et tu sais que ça vient de te débiter 300 yens sur ta carte. Donc au lieu de 1000 yens, il te reste 700 yens. Et tu la recharges régulièrement dans les bornes, dans les gares. Puis sinon, tu as aussi la possibilité de conduire là-bas. Il faut juste faire traduire
ton permis. Donc soit tu le fais avec un organisme en France et puis tu payes un peu plus cher et tu le reçois, ton permis traduit en japonais. Il faut aussi que tu aies donc la traduction de ton permis et également le vrai permis, ton vrai permis. Juste la traduction, ça ne suffira pas. Il faut le vrai document avec toi. Et donc tu peux louer voiture, moto, ce que tu veux. Et faut juste s'adapter et connaître un petit peu, se renseigner au code de la route là-bas. Et quand tu voyages, toi, eh ben, forcément, tu connais pas la région. Du coup, tu as besoin d'un GPS et tu as besoin d'aller regarder qu'est-ce que tu peux faire comme activité, qu'est-ce que les horaires des transports, où tu vas quand tu marches, etc. Un GPS. Bref, tu as besoin d'Internet. Soit tu es un gars qui a rien à cacher et puis tu fais confiance à tous les Wi-Fi publics et tu fais confiance peut-être à prendre, à te faire pirater ou à prendre un virus ou à te faire... Voilà, honnêtement, les Wi-Fi publics, il n'y a rien de plus merdique. Soit tu prends une eSIM et ça, c'est super pratique puisque tu peux choisir la durée de ta eSIM, combien elle va durer en temps, donc 7 jours, 15 jours, 1 mois, et aussi le nombre de données que tu as. Donc, si tu as 5 gigas sur une semaine, ou si tu en as 25 gigas d'internet sur 1 mois. Et là, c'est super pratique, tout est expliqué dans les applications, il y a différents types de sites qui font ça. On va dire qu'il y a 2-3 leaders qui sont connus là-dedans. Et puis, il vaut mieux le faire avant, donc une fois que tu es à l'aéroport, avant de partir au Japon. Tu suis toutes les étapes en fait dans l'application pour activer ta SIM. Après, ça te prend 2 minutes. Une fois que tout ça s'est activé, ça te dit qu'une fois que tu seras au Japon, bam, elle va s'activer. Une fois que ça va capter le réseau japonais, ça va s'activer automatiquement. Ou je sais qu'il loue des box Wi-Fi aussi pour pouvoir avoir accès à Internet. Mais c'était pas spécialement rentable par rapport à une eSIM. Et puis il fallait se trimballer la box Wi-Fi. Il fallait recharger parce qu'elle a une batterie cette box Wi-Fi. Il fallait la recharger et puis après la mettre dans des casiers une fois que tu as terminé, etc. Bref, un peu plus compliqué. Et puis tu as une caution. Enfin bref, le plus simple, c'est la eSIM. Quand tu pars en voyage, tu pars forcément avec tes papiers. Bah oui, parce que il faut que tu puisses justifier ton identité, et puis de toute façon, on ne te laissera pas passer à l'aéroport. Et bonne nouvelle, pour le Japon, il n'y a pas besoin de visa. Malgré que ça soit un pays ultra à l'opposé de ce qu'on connaît en Europe, il faut regarder bien sûr, suivant de quel pays tu viens, etc. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu es francophone, donc normalement, il n'y aura pas de souci. Le Japon autorise certains pays à venir visiter le Japon pour une durée déterminée maximale et où tu n'as pas besoin d'avoir un visa, de faire une demande de visa, etc. Juste ton passeport suffit. Donc ça, c'est super cool. Et puis, il faut savoir que ton passeport, il va te permettre de pouvoir bénéficier, comme des étrangers en France, des déductions de la TVA et des taxes appliquées là-bas. Donc, il y a plusieurs programmes qui existent. Il faut te renseigner sur ce qui est mis en place. Et depuis qu'on est parti, là, en 2026, je sais qu'ils ont changé un petit peu les règles. Je crois qu'ils voulaient justement supprimer ce fait de pouvoir détaxer directement dans le magasin. C'est-à-dire que nous, quand on y allait, tu allais dans un grand magasin high-tech. Et bien, directement à la caisse, tu présentais ton passeport et tu demandais à avoir les détaxes. Et donc, ils t'enlevaient du prix les taxes japonaises, quoi. Donc ça, c'était possible, mais il me semble que maintenant, à partir de 2026, c'est plus possible. Et tu fais tous tes achats normalement, et c'est qu'à la fin de ton voyage, tu fais une demande justement à un bureau spécial et tu détaxes tout ce que tu as pris avec tous les justificatifs. Et donc, comme on a parlé des papiers, je t'en ai parlé. Donc, tu as donc ton passeport. Tu auras besoin aussi de ton permis de conduire et de ton permis de conduire traduit si tu as envie de conduire. Et puis, c'est à peu près tout. Il n'y a pas énormément de paperasse à faire. Et juste, les papiers aussi, pense à faire
ton Japan Rail Pass, si tu en as besoin. Donc ce titre de transport qui te permet de prendre n'importe quel train, grande ligne, petite ligne, moyenne ligne. C'est super pratique et il faut voir si tu en as l'utilité ou pas, mais je te conseille de faire toutes les démarches et d'avoir tous les papiers avant de partir au Japon, c'est plus pratique. Bon, maintenant on fait un petit peu la question la question la question coquine. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était les 12 coups de midi. Oui, c'est vieux. C'est à l'époque où Kev Adams faisait justement une émission là-bas alors qu'il avait 16 piges, je crois. Bref, comment parler du Japon sans parler des toilettes japonaises? Oui, tu m'as bien entendu. Ça, c'est le truc que tu es obligé de tester. Alors, spoiler, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Déjà, les toilettes, en général, le pays est super propre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de poubelle, donc tous tes déchets, tu les prends avec toi et tu les gardes avec toi dans ton sac à dos et tu les jettes là où tu dors, où il y a pas mal de gens qui font ça. Quand tu vas dans un combini acheter quelque chose, tu les mets dans les poubelles des combini parce qu'il n'y a que dans les combini que tu trouveras des poubelles, sinon dans la rue, il y aura que dalle. Apparemment, c'est dû à un souci dans les années 90, il y a eu des attentats avec une bombe qui a été, ou des bombes qui ont été laissées dans des poubelles publiques. Et donc, pour éviter ça, depuis, ils ont enlevé toutes les poubelles publiques et il y en a plus. Le pays est super propre justement, les toilettes en font partie parce que on a pu tester les toilettes dans un métro, les toilettes dans un grand centre commercial, les toilettes dans la rue, les toilettes dans un hôtel ou chez un particulier. Elles sont toutes nickel. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, dans le métro, ça va être dégueulasse, etc. Elles sont propres, mais comme tu n'as jamais vu, elles sont plus propres que chez toi. C'est-à-dire que tu peux manger par terre, tu pourrais même manger sur la cuvette des WC. C'est un truc de fou. Vraiment, la propreté, tu vois que là-bas, le respect, déjà, c'est juste magnifique parce que tout le monde prend soin des équipements et de tout. Donc, il faut savoir que c'est super propre, que même si tu comprends rien, tu touches le bouton et puis après, tu comprends ce que ça fait et puis tu es surpris ou pas et ça fait le charme un petit peu de ce voyage. Et toilette automatique, la cuvette, pas toute, mais la cuvette, elle se lève automatiquement. Tu as la cuvette chauffante, tu as du bruit, de la musique que tu peux mettre. Tu as forcément le petit jet, le petit jet que tu vas tester. Tu as tout plein d'options qui sont juste trop marrantes, trop rigolotes. Et ce petit jet, ce fameux petit jet qui est game changer. Les coutumes. Les coutumes là-bas, c'est très important puisque c'est un pays qui est hyper croyant. Le groupe passe avant les intérêts de l'individu. Et c'est magique. Alors, bien sûr, il y a des contreparties. Tu vas voir qu'il y a des trucs, voilà, tu dis, waouh, c'est chaud. Parce que quand tu vois travailler des papis de 80 ans bombés comme ça, à 3 h du matin dans un combini, et que tu te dis que le gars il est obligé parce que sinon il ne peut pas vivre de sa retraite, il y a des trucs, voilà. Il faut être super, pas faire le touriste de base. Tout, d'ailleurs, par rapport à ça, ce que j'ai pu constater, les touristes chinois là-bas, mais ils ont un irrespect. C'est-à-dire que j'ai jamais vu des touristes aussi mal élevés que les Chinois quand on était au Japon. Ils te foncent dedans, ça te bouscule, ça te dit pas pardon, ça court, mais l'irrespect de ces personnes, bref, ça m'a choqué. Et donc, pour bien te faire voir dans le pays, il faut respecter les coutumes, il faut respecter ce qui se fait dans les temples. Souvent, dans les temples importants, etc., où tu ne peux pas prendre de photos ou de vidéos, donc ça, il faut le respecter. Il y a une manière de suivre, des gestuels à pratiquer quand tu vas dans un temple. Le pourboire est très mal vu, donc il ne faut pas donner de pourboire, c'est comme ça. Pour eux, le service, il est bien fait et tu n'as pas à faire plus.
Pareil, quand tu donnes l'argent, tu le donnes pas en main propre et elle te le donne pas, enfin la personne ne te donne pas en main propre, c'est sur un petit plateau, donc tu poses, évitez d'ailleurs justement de plier les billets, tu poses le billet bien droit, bien propre, à plat sur le petit plateau avec la monnaie, elle le prend, elle fait, hop, elle te redonne la monnaie sur un plateau, tu le prends. Et c'est des trucs bien cadrés qu'il faut respecter pour bien te faire voir et pas faire le touriste de base et juste être respectueux en fait des coutumes. Donc les billets, il faut vraiment éviter de les plier, ça se plie pas, c'est le respect de l'argent, donc il doit être nickel. Tu verras l'argent là-bas, tout est propre, même les billets, t'as l'impression ils sont repassés, ils n'ont pas un seul pli, etc. Donc ça, il faut le respecter. Pour tout ce qui est bonjour, au revoir, bien s'incliner. Souvent, c'est dire plusieurs fois bonjour, bonjour, merci, merci, au revoir, c'était très bon, voilà. Et s'incliner devant la personne pour lui montrer ton respect. Et tout simplement aussi dans la rue, dans les escalators, il faut savoir qu'au Japon, suivant où tu vas te trouver dans le Japon, dans différentes villes, il ne faudra pas se placer de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits à Tokyo, c'est à droite, alors que je crois Kyoto, je ne me rappelle plus trop bien, Kyoto ou Osaka, c'est à gauche. Et ça, il faut le respecter, pas faire le débile et à te mettre n'importe comment. Et c'est pareil dans les trottoirs, tu verras pareil sur les trottoirs. Et ça, c'est simple, tu suis juste les Japonais. Tu as juste à regarder les Japonais, suivant où ils se mettent dans les escalators ou dans la rue, à droite ou à gauche, et tu les suis et tu n'auras pas de soucis. Mais il faut savoir que ça existe et il faut respecter toutes ces petites choses qui font vraiment la différence pour que tu passes un bon séjour là-bas. Et puis tout simplement qui nous laisse aller en voyage là-bas sans mettre des règles débiles pour les visiteurs parce qu'il y en a qui feront n'importe quoi. Et pour finir, les incontournables. Ben oui, mais bien sûr, le Japon, les incontournables. Alors ça c'est personnel, hein, mais les incontournables, pour moi, ça serait de passer à côté de toute la nourriture. La bouffe. Hein, la bouffe, c'est important. Ils ont tellement de choses différentes, de goûts, épicés, pas épicés, des trucs chelous, des insectes, etc. Goûte, tu tomberas pas malade. Honnêtement, j'ai essayé tout ce que je peux manger, tout ce qu'il était possible d'essayer. Tu peux pas tomber malade. Donc la nourriture, incontournable. La culture manga, animé, etc. Incontournable là-bas. C'est vraiment, tu les vois, les filles là-bas, elles sont habillées comme les animés, comme dans les animés, etc. C'est juste trop bien. Les bagnoles. Oh, si t'aimes les bagnoles là-bas, tout ce qui est JDM, tout ce qui est car japonaise. Oh, les rassos, les caisses tuning à la mort, si t'aimes ça. Avec des néons, avec des peintures magnifiques, justement, avec des personnages d'animés, etc. Oh, bonheur. Si t'aimes le high-tech, les jeux vidéo, t'as plein de centres où tu peux jouer, donc soit avec des machines, tu sais, un peu comme les fêtes foraines avec les grappins, ça c'est super utilisé, soit les machines où tu mets des pièces et puis tu sais, tu tournes et t'as une boule et tu sais pas ce que tu vas avoir dans la boule. Tu as donc des centres où justement tu as plein de jeux arcade, etc. Tu as des endroits où tu peux juste aussi jouer avec des ordinateurs, avec plein de jeux. Incontournable aussi, le Japon, c'est une grande nation du baseball. Donc je te souhaite d'aller voir soit un musée du baseball, soit un match de baseball, etc. Nous, on a vu, dans les grandes villes, etc., tu as des entrepôts, des entreprises qui font des spots pour taper des balles à la batte de baseball automatique. Donc tu as des cages, tu as une machine qui te balance une balle de baseball, et puis toi tu tapes. Et tu vois les gars, ils sont en costard cravate, 3 pièces, tout ça, ils sortent du boulot, ça t'envoie énormément des Japonais. Il pose la veste, l'autre il est en cravate, chemise, le pantalon, les belles chaussures. Et il te tape des patates comme ça, des swings magnifiques à la batte. Et tu vois vraiment que c'est un truc national. Tu as aussi le Universal Studio japonais, qui est un parc d'attractions magnifique avec justement le gros truc Mario. Il y a un gros spot à l'intérieur où c'est que l'univers Mario.
Bah, du coup, c'est juste magnifique. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as tout ce qui est les temples. Les temples, c'est incontournable. Voir la culture vraiment là-bas, tout ce qui est par rapport aux dieux, etc. C'est super important. Donc, c'est hyper cool. Et puis, tu as la nature, parce que là-bas, faut pas dire, c'est un énorme pays. Et à part dans les grosses villes, et ben, dans les campagnes, tu as vraiment cet aspect nature perdu au milieu de nulle part qui est magnifique. Et puis des choses incontournables aussi, mais moins joyeuses, c'est voir les Nagasaki ou Hiroshima, là où il y a eu les bombes nucléaires, où tu te rends compte le mal que ça a fait, tout ce que ça a détruit. Et aujourd'hui, tu te retrouves sur ces lieux qui ont complètement changé en 80 ans, même pas. Ils ont tout reconstruit, ils sont partis de zéro, et tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Waouh, ça te fout quand tu vois ce qui s'est passé, ça te fout un petit coup. Et juste pour comprendre un peu et pour te dire, waouh, il s'est passé des dingueries quand même, je te conseille d'aller voir l'un de ces sites-là. Bref, énormément de choses à voir. J'ai sûrement oublié plein d'incontournables, mais en tout cas, c'était ma petite liste. J'espère qu'elle te servira. Et normalement, avec tout ce que je t'ai dit, tu as de quoi être prêt et partir tranquille au Japon. Et puis juste kiffer. Pourquoi le monde entier ne prend pas exemple sur le Japon? C'est tout pour moi. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prends soin de toi. Allez, c'est ciao!